Bonsoir à tous. Pour dire ce soir où nous en sommes et surtout pour réagir au niveau nécessaire, je citerai la longue interview d'Emmanuel Macron sur Brut en décembre 2020. Il nous disait: peut-être que je ne pourrais pas être candidat, peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, des choses dures, parce que les circonstances exigeront et qui rendront impossible le fait que je puisse être candidat. Rapportons cette déclaration à son intervention du 12 juillet. Emmanuel Macron, nous a parlé comme un banquier, avec ses chiffres. Il ne fait ni de l'économique ni du social, il fait de la finance. Nous pouvons donc dire les choses dures, nous y sommes. Nous y voilà. Avec, évidemment, dites avec le ton insupportable qui les ont accompagnés. Face à cela, je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologue, je ne suis pas non plus magicien. C'est donc en politique que je vais ici tenter de replacer ce discours dans son contexte général, où le pouvoir en est venu à toucher aux revenus des gens, à leur travail, à leur gagne-pain et à la nature même de notre manière de vivre. Macron contraint au risque de casser. C'est un point politique où la répression financière rejoint la répression sanitaire, l'inflation de la monnaie et l'inflation sanitaire, vues comme des choses en soi, dévoyant la monnaie et dévoyant la santé publique tout ensemble, et non vues comme des éléments d'une même dynamique. Partons dans le contexte où le chef de l'État cherche à nous piéger pour poser le débat comme il devrait l'être. La thèse, c'est si une vaccination de masse permet de freiner la pandémie et donc d'en limiter les effets sanitaires, sociaux, économiques, une mesure coercitive qui évite les cas les plus graves du mal et qui évite de jeter les familles dans la misère, eh bien cela paraît justifié. C'est l'argument de l'avantage d'autrui, au nom duquel il serait légitime de sacrifier, dans des cas extrêmes, certaines libertés individuelles. Antithèse, le pass sanitaire viole les libertés publiques, les libertés fondamentales, et impose de fait une obligation disproportionnée par rapport à la gravité du mal. Donc il semble bien qu'on ait une thèse et son antithèse. Comment aboutir donc à un jugement? Le premier niveau, c'est la possibilité de juger les avantages par rapport aux risques, et pas seulement d'un vaccin, mais de la politique en général. Ce n'est pas notre niveau, car le niveau supérieur, c'est d'établir un intérêt et un dessein supérieur par rapport à la nature de ce qui paraît opposé, évidemment en déjouant les pièges qui nous sont tendus. Alors, je vais commencer vraiment parce qu'il faut, je pense, bien avoir la notion, bien l'avoir en tête, par les restrictions qui sont imposées. Le projet de loi sera transmis mardi au Conseil d'État pour avis. L'avis de la haute juridiction est attendu le lundi. Il sera ensuite en lecture à l'Assemblée nationale les 20 ou le 21 juillet, avant de déboucher au Sénat, je pense, conformément à la procédure accélérée, assez vite. Donc, cela n'est pas encore en place, mais cela est annoncé comme, je dirais, un coup qui nous est frappé. Alors, il s'agit, comme l'a dit Clarisse Martin dans BFM TV, je prends donc BFM TV exactement comme le fait Charles Sanat, pour ceux qui les connaissent, donc je prends des gens
qui ne sont pas par nature des extrémistes ni des anti-macroniens, c'est d'abord, premièrement, l'extension massive du pass sanitaire. C'est une nouvelle version. Elle concerne les activités de loisirs, de restauration ou de débit de boissons, les foires ou salons professionnels, services et établissements accueillant des personnes vulnérables, sauf, ils sont gentils, en cas d'urgence, comme les EHPAD, maisons de retraite ou hôpitaux. Ou encore, c'est encore valable, cette nouvelle version, pour les grands établissements et centres commerciaux. Il est dit que les personnes contrevenant à cette obligation de détenir le pass sanitaire, valable en ces lieux, s'exposent à une condamnation à 6 mois d'emprisonnement et à 10 000 € d'amende. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'état d'urgence sanitaire prorogé jusqu'au 30 septembre en Martinique et à La Réunion. Le troisième point, c'est l'isolement obligatoire de 10 jours pour les personnes testées positives. C'est une grande nouveauté de l'avant-projet. Il prévoit que le lieu de quarantaine sera, lui, déclaré lors de l'examen qu'a subi la personne contaminée. Et ce sera obligatoire. Quatrièmement, la vaccination obligatoire pour plusieurs professions, à commencer par les membres du personnel médical. L'avant-projet de loi donne tout le détail. Elle concerne notamment les personnels des établissements de santé publique, privés d'intérêt collectif et privés, des centres de santé et des maisons de santé. Les personnels médicaux exerçant au sein de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont aussi tenus. Les sapeurs-pompiers, pilotes et personnels navigants de la sécurité civile, militaires, des unités investies dans une mission permanente de sécurité civile, les professionnels employés au domicile de personnes âgées ou aux personnes handicapées sont eux aussi visés. Ceux qui ne le sont pas, en principe pour l'instant, ce sont les policiers et les gendarmes, dont certains disent qu'on pourrait avoir besoin pour des tâches immédiates de répression. Cette obligation de vaccination devra être remplie au 15 septembre prochain sous peine d'une suspension de 2 mois qui pourra, le cas échéant, amener un licenciement. Tout salarié qui ne serait pas en conformité et travaillerait malgré tout s'expose à 6 mois d'emprisonnement et 10 000 € d'amende. L'employeur, qui ne contrôlerait pas le respect de l'obligation vaccinale, s'expose à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Voilà ce qui est la disposition établie. Alors, évidemment, un certain nombre de points de droit doivent être évoqués par rapport à cela. Ce sont des droits qui font partie d'engagements pris par différents États qui y ont souscrit, y compris la France. Alors, voici ces textes. Le Code de Nuremberg de 1947, contre les régimes totalitaires, le nazisme et le fascisme, déclare que pour tout acte médical, le consentement du sujet humain est absolument essentiel. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui date lui de 1966, stipule que nul ne peut être soumis sans son consentement à une expérience médicale ou scientifique. Le Conseil de l'Europe, dans sa résolution 2361, qui a été adoptée le 27 janvier 2021, dispose, c'est le 731 dans ces résolutions, il faut s'assurer que les citoyens sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire. Ensuite, il y a la disposition 732 qui nous dit « Veillez à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison de risques sanitaires potentiels ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. » Donc, nous avons tous ces textes, plus la loi Kouchner du 4 mars 2002, chez nous, qui dit « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. » Alors, ces textes sont là, et ils pèsent ce qu'ils devraient peser. Alors, évidemment, par rapport à cela,
Il y a même un autre texte qui est un arrêté Salvati de 2002, dans le contexte de ce qu'a dit à l'époque Bernard Kouchner. Examinons maintenant, dans ce contexte, la nature de la maladie, pour voir si elle justifie, ou si elle peut prétendre justifier, ces violations extrêmes qu'elle établit, si on compare les textes de la locution d'Emmanuel Macron et ce qu'il veut imposer, et les textes juridiques qui y opposent un principe. Alors, examinons maintenant la nature de la maladie de le ou la Covid. Elle est d'abord, il faut le dire, très grave. Ce n'est pas une grippette, il faut être clair sur ce point. Notamment pour les personnes âgées, ayant des comorbidités, sous-alimentées ou souffrant de surpoids. Elle justifie que l'on préserve ou soigne ceux qui sont en danger. L'accent a été quasi exclusivement mis, dans ce contexte, sur les vaccins, en déclarant que tout soin était inutile, puisqu'il s'agit d'un virus. Ou, à part, on a proposé une oxygénation pour les cas les plus graves, ou une intubation pour les plus désespérés. On a dit, pour les cas comme le mien, car j'ai eu le Covid, que bien, prenez du paracétamol, restez chez vous et on verra bien. Au départ, pendant au moins 4 semaines, en mars 2020, on n'a pas administré d'anti-inflammatoires lors des phases aiguës de la maladie, le fameux orage cytonique. Alors, c'est une réaction immunitaire avec agression bactérienne. Heureusement, les soignants dans les hôpitaux ont été plus intuitifs que les experts du conseil scientifique qui agissaient sur la base de leurs idées reçues. Là où on le fait maintenant, où l'oxygénation a lieu, on oxygène mieux, mais c'est un traitement d'endiguement en phase aiguë. On a interdit la prescription de soins, on a tellement parlé de l'hydroxychloroquine, on a parlé de l'ivermectine, ces soins ont été déclarés inopérants. Je n'ai pas la compétence pour en juger, mais je peux dire qu'aucune recommandation pour renforcer le système immunitaire n'a été prescrite. Vitamine D, zinc ou antibiotiques comme l'azithromycine que prescrivait le docteur Raoult. En Chine, on a au contraire tenté un peu tout, y compris des soins de la médecine traditionnelle chinoise. Je dois dire qu'au pire, c'était un placebo réconfortant, et non l'abandon total de tout espoir de soins qu'on nous a balancé froidement chez nous. D'où l'accent unique mis sur les vaccins et l'obligation du pass sanitaire, qui est en réalité quelque chose qui implique l'obligation de se faire vacciner pour vivre en société. On ne le dit pas, hein, parce que c'est une manip. C'est ou le vaccin ou l'isolement dans une vie désocialisée. Comme pour la séparation ou la réforme bancaire de 2013, autre manip. Alors, pourquoi je rapproche ces deux choses? On a appelé cette réforme bancaire une réforme bancaire, mais ça ne touchait que 1% de l'activité des banques. Alors, on fait semblant de faire une réforme, à l'époque, on a fait semblant de faire une réforme, comme aujourd'hui, on fait semblant de servir le bien commun de la collectivité en imposant un ordre qui est arbitrairement, il faut le dire, liberticide. Alors, je dis liberticide. Pourquoi? D'abord, premièrement, il y a disproportion entre la gravité du SARS-CoV-2 et les mesures imposées, y compris avec les menaces de prison ferme, qui vont très loin, comme je l'ai lu au début de cette intervention. Ainsi, par exemple, le restaurateur faisant l'erreur de ne pas contrôler quelqu'un ou de servir quelqu'un non vacciné, eh bien, il encourt 445 000 € d'amende, comme je l'ai dit, et 1 an de prison.
Je le répète parce que c'est réduire le restaurateur à évidemment une sorte d'agent chargé de la répression. Avec ce dont dispose, je dirais, dont dispose la France contre ce mal, on a des moyens d'endiguement. Ce n'est pas une grippette, mais ce n'est ni la polio, ni la fièvre jaune, ni Ebola. Le problème est que le gouvernement a livré l'hôpital à des critères de rentabilité financière, de flux et pas de prévision, sans maintenir la qualité du service public en cas de crise. Deuxièmement, des moyens qui sont légitimement imposés à l'extérieur de la France, le carnet de vaccination pour se rendre vers certains pays à risque ou souffrant de diverses pathologies. Cette fois, ces moyens sont appliqués à l'intérieur de la France. Un pass sanitaire unique pour les voyages internationaux aurait au contraire paru souhaitable avec une meilleure gestion de nos frontières en même temps. Mais non, on a fait quelque chose qui s'applique à l'intérieur même de la France et qui réduit un certain nombre de professions à des sortes d'agents de police vérifiant si on est vacciné ou pas. Troisièmement, les vaccins ARN messagers sont une découverte scientifique qui est extrêmement prometteuse et intéressante, notamment vis-à-vis du cancer, qui est un mal bien plus grave que le SARS-CoV-2 dans ses conséquences. Cependant, on n'a pas le recul nécessaire, du moins en ce qui concerne une vaccination de masse, qui n'est pas une vaccination de cas extrêmes ou de risques extrêmes. Les critères des essais de phase 3 pour Moderna et Pfizer n'auront lieu qu'en octobre 2022 et en mai 2023. La transparence a été en tout cas insuffisante dans ce qu'on nous a expliqué, insuffisante vis-à-vis des utilisateurs et des patients. Les comptes rendus de l'Observatoire européen des effets secondaires n'ont pas fait l'objet d'une analyse suffisante ni de communication, à part dans certains réseaux qui l'ont fait à leur manière. Quatrièmement, les vaccins d'une autre nature que les ARN messagers, comme par exemple l'ensemble des vaccins chinois avec virus atténué, sans ARN donc, n'ont pas été évalués, bien que les autorités françaises incitent, semble-t-il, l'Agence européenne du médicament à l'accepter pour que les touristes chinois puissent venir en France cet été. Même chose pour les Russes et Sputnik V. Cinquièmement, les vaccins, comme semble démontrer l'expérience d'Israël, ne protègent pas absolument d'être contaminés ou contaminants. Se pose donc ici la question de la liberté et ses éventuelles restrictions. C'est cela la vraie question en ce qui concerne le sujet en lui-même. La liberté absolue, je dois dire, c'est celle du renard dans le poulailler. Et le renard finit par dévorer les poules. Mais les mesures liberticides imposées ne protègent pas les poules du poulailler. Elles imposent aux poules le respect du renard. Ni l'une ni l'autre, évidemment, ne sert l'humanité de ces deux approches. Les manifestants, qui ont senti que les autorités font passer le profit financier avant l'intérêt général et le bien commun des Français, crient liberté, liberté, liberté et exigent le départ de Macron. Deux choses sont à dire ici. La politique de Macron est l'expression du problème, mais pas sa cause fondamentale. Il faut attaquer ce qui a engendré cette politique, car des remplaçants, une sorte d'équipe B, est déjà prévue, que sont les Pécresse, les Bertrand, ou même Marine Le Pen, car tous se sont soumis à la dictature du financier, qui est le vrai problème. La liberté n'est pas un truc naturel et facile.
c'est la responsabilité vis-à-vis de tout et de tous, sans restriction, qui puisse aller contre le bien commun. Et la liberté politique n'est pas la licence ou le goût de détruire ou de déconstruire. C'est le combat pour construire un mieux pour le monde où nous vivons. Si les manifestants se livrent à une confusion entre liberté et rage, ou même indignation, ils servent en effet le pouvoir en place en déconsidérant son opposition, faute de principes. Ici, je défends ces principes qui doivent être les principes fondateurs. D'où notre condamnation du pass sanitaire tel qu'il est conçu, de toute évidence, comme un moyen disproportionné d'accoutumance politique à un ordre donné. Deuxièmement, faute de mettre en cause les, je dirais, les ennemis financiers de la liberté, en rester au pass sanitaire, au combat contre le pass sanitaire, comme une cause unique, et à recourir à une violence inorganisée et irrationnelle, on se condamne à discréditer sa propre cause, je le répète. Ceux qui encouragent cette rage envoient ce qu'ils agitent dans le mur et désarment les provocateurs. Même s'il peut le dire, on est les plus extrêmes, on a une ligne intitulée Tous anti-pass, qui est un clin d'œil contre l'application gouvernementale Tous anti-Covid, mais on se situe au même niveau. On n'élève pas le débat et on ne le place pas là où sont les véritables ennemis. On réduit la politique à une question de combat sur des sujets qui ne touchent pas à l'essentiel. Alors, on devient, si on le fait, si on agite les gens de cette façon, on devient des provocateurs. Troisièmement, quel est alors le sens du combat à poursuivre contre l'injustice qui nous est faite, l'intolérable injustice qui nous est faite? Quatrièmement, reprendre les principes du préambule de notre Constitution pour partir de principes et non d'opinions ou de réactions immédiates. Les élus, nous avons fait un tract à cet effet, une déclaration et un tract à cet effet, avec les cercles citoyens qui travaillent avec nous, disons que les élus devraient relire publiquement tous les 14 juillet cette déclaration pour qu'on s'aperçoive combien elle est violée et combien les conséquences en termes de santé publique sont celles que nous subissons aujourd'hui. Et là, on a un débat qui est au niveau où il doit être placé. Cinquièmement, je conclurai en rappelant ce que nous avons dénoncé avec notre ami américain Lyndon LaRouche, l'homme politique américain Lyndon LaRouche, qui dès le 15 août 1971, et même moi je l'ai fait ensuite lors de ma campagne présidentielle de 1995, nous avons dit que si on continuait de cette façon, si on continuait à favoriser les spéculations financières, en faisant sauter la règle minimum qui était la référence or du dollar, la règle minimum dans les relations économiques internationales, eh bien, on allait engendrer un monde du court terme et de spéculation. Et ce monde serait destructeur. En effet, cette loi du profit à court terme a imposé la diminution des dépenses d'éducation, de recherche et de santé publique, dont on a déclaré qu'elle n'était pas rentable à court terme. Et les conditions du désarmement sanitaire ainsi créé, c'est un véritable désarmement sanitaire, ont, disons, ouvert les vannes à l'incapacité de faire face aux futures pandémies qui allaient revenir un jour, disait à l'époque Lyndon LaRouche, et je le répétais en 1995, qui allait venir un jour si rien n'était fait pour changer de système. Et nous serions à ce moment-là démunis par ce système financier lui-même. Les pandémies ne sont pas provoquées par des forces obscures, elles sont simplement saisies au plein jour, en réalité,
alors que tout permet de le voir. Elles sont simplement saisies comme des occasions de profit. Le capital en particulier, dans sa forme actuelle, la forme financière la plus dégénérée, cherche toujours des captations d'opportunités. La pandémie elle-même devient ainsi une opportunité exceptionnelle. On dira, mais c'est allé trop loin de le dire. Eh bien, gravé sur le mur, on pourrait dire sur le mur de la caverne, depuis, on a vu que la fortune des plus riches pendant la pandémie a augmenté de plus de 30%, et parfois beaucoup plus encore, dans les spéculations financières qui ont accompagné cette pandémie. Et la situation de ceux qui ne sont pas les plus riches s'est aggravée, même sous la perfusion organisée par les dames patronesses du système. Conclusion, il faut bien situer l'ennemi, et ceux qui contrôlent l'environnement de cette société qui est invivable pour moi, qui bafoue le bien commun et nous a servi par la dette et les écrans de la réalité virtuelle, en espérant utiliser les manifestations irrationnelles et contre ces manifestations les mêmes armes qui ont été utilisées contre les gilets jaunes, en les provoquant. Ces manifestations irrationnelles servent ainsi les calculs du pouvoir. Cela exige maintenant d'aller au cœur du sujet. En France, d'organiser des cercles citoyens qui, par-delà le rejet du pass sanitaire, préparent le combat contre l'occupation financière dont le pass sanitaire est une conséquence, et préparent le combat contre l'occupation financière, mais aussi culturelle et idéologique de notre pays, où on cherche à envoyer ses ennemis dans le mur ou dans le cul-de-sac de leur irrationalité. Dans le monde, combattre pour que chacun ait de quoi manger et de quoi se soigner, c'est-à-dire de créer un nouvel ordre économique et monétaire qui soit gagnant-gagnant. Oui, oui, c'est souvent une circonstance, une occasion relativement limitée, comme diraient certains la barbaque du cuirassé Potemkin, c'est une occasion relativement limitée qui crée les conditions d'une grande révolte et même d'une révolution. Et ici, ce pourrait être l'allocution de Macron du 12 juillet. Mais cette révolte ne réussit qu'en se donnant des perspectives et des engagements à la hauteur de l'enjeu. Je dirais qu'elles exigent qu'on se vaccine, mais qu'on se vaccine contre l'oligarchie financière et ses menées. On ne peut arrêter la guerre que si on conçoit les moyens de la paix en créant la base sociale qui en crée les conditions. Je dirais que, donc, dans ces circonstances, nous devons nous unir pour le faire, sans dispersion ni division, en combattant la dictature financière jusqu'à son cœur, dans ses expressions, mais jusqu'à son cœur, et en rester à ses symptômes nous condamnerait. Je veux ajouter quelque chose pour qu'on voit bien les conséquences sociales. Ceux qui ont eu, je dirais, l'effort, ceux qui ont fait l'effort, ceux qui ont eu le courage, de suivre l'allocution du président de la République jusqu'au bout, ont pu voir qu'il nous communiquait le message qu'on passait d'une ère de liberté à une ère de la solidarité. En tant que solidarité et progrès, notre formation politique, notre parti, nous récusons complètement cette escroquerie à la solidarité, à la fausse solidarité, comme par ailleurs on fait de la fausse monnaie. Et, pour finir, pour bien comprendre où il voulait aller, Emmanuel Macron, le chef de l'État, a dit qu'après s'être fait vacciner, eh bien, on subirait une réforme. Sur les retraites, il a détaillé son plan. Travailler plus longtemps, adopter une mesure d'âge, supprimer les régimes spéciaux, une mesure d'âge, ça veut dire 64, 65 ans, adopter une mesure d'âge, supprimer les régimes spéciaux et fixer un minimum de 1 000 € pour faire passer la pilule, c'est-à-dire quelque chose qui est encore inférieur, un peu inférieur au seuil de pauvreté.
C'est un cadeau de Dame Patronnesse. Il veut mettre en œuvre ce projet dès que les conditions sanitaires seront réunies. Eh bien, par rapport à tout cela, ce soir, j'ai voulu vous donner les instruments de jugement et surtout d'engagement pour s'opposer de façon rationnelle, efficace et, disons, pour ouvrir surtout le chemin d'un avenir qui ne soit pas celui vers lequel nous allons, qui soit un avenir qui serve le bien commun et les générations futures. Vive la France, vive la République et vive l'humanité.